On va commencer par les discussions sur le système de santé global, du point de vue la la plus large possible. C'est Ben Denniston, Megan Beats et moi-même. On voit déjà Michel Tonini qui nous regarde. Ben, Megan et moi, nous avons appelé notre présentation En défense de l'espèce humaine. Actuellement, la planète est ravagée et prise en otage par un minuscule bout d'ARN qui est long de quelques 30 000 paires de bases. Donc, c'est vraiment tout petit, avec un peu de protéines, avec toute l'incertitude et la confusion concernant les tests, la distanciation sociale, les masques, les traitements. Tout ça, nous pouvons identifier beaucoup d'erreurs et beaucoup d'opportunités manquées depuis que ce coronavirus a franchi son passage à l'homme. Mais qu'en est-il des opportunités manquées dans les années et les décennies précédentes de son émergence? Qu'est-ce qu'on a fait depuis des décennies qui nous a totalement rendus fragiles dans un monde où on est pris en otage par un virus? Il y a 50 ans, les hommes ont quitté la Terre pour se poser sur la Lune et ils ont élargi évidemment les horizons de l'homme. Avant, il y a 75 ans, l'atome nous a livré quelques-uns de ses secrets, offrant une abondance énergétique de plusieurs ordres de grandeur supérieure, qui pourrait être fournie par la chimie, telle que le charbon, le pétrole et le gaz. Il y a plus de 100 ans, les esprits humains ont pris conscience de l'existence d'un nouveau monde étonnant des phénomènes quantiques et ont commencé à forger des idées pour comprendre et utiliser ce nouveau domaine. Comme Ou la question, il s'est avéré que le temps, l'espace et la matière avaient des relations qu'on ne soupçonnait pas avant. Il y a plus de 4 siècles, Kepler a posé les bases de la physique moderne grâce à sa foi dans le pouvoir des idées pour comprendre les causes de la nature. Outrepassant le témoignage des sens, il a su formuler l'hypothèse cruciale pour la première fois pour comprendre l'orbite des planètes. Comment une espèce capable de tant de choses pourrait-elle être ébranlée par un virus? Pour cela, nous devons examiner non pas les succès de la science et de la culture, mais plutôt les échecs de l'espèce humaine à éliminer les axiomes erronés et destructeurs qui nous tourmentent depuis des millénaires, habillés différemment à chaque époque. Les concepts les plus cruciaux sont ceux relatifs à notre compréhension de nous-mêmes en tant qu'espèce humaine. De quoi sommes-nous capables? Allez, regardons des visions suivantes. Il y a d'un côté des gens qui disent que l'esprit humain créateur est fait à ce qu'on appelait à l'image du créateur, et donc cohérent avec le processus de la création, de telle manière que nos idées ont la puissance de force physique, nous permettant de maîtriser une connaissance toujours meilleure du monde qui nous entoure. Ou l'esprit l'idée que l'esprit humain n'existe pas. Le libre arbitre est une vision de l'esprit, car notre cerveau, de nature biochimique, est régi par les lois de la physique qui pourront un jour expliquer, au moins en potentiel, nos pensées et nos décisions. La pensée humaine peut être reproduite par un système mécanique. Une intelligence artificielle, dans les faits, est possible. Notre vision dit que les êtres humains sont une espèce remarquable. Contrairement à toute autre forme de vie connue, nous pouvons changer notre relation à la nature de manière à augmenter notre potentiel démographique et améliorer notre qualité de vie, physiquement et culturellement, de génération en génération. D'autre part, on a des gens qui disent que l'espèce humaine est horrible. Contrairement à toute autre vie connue, nous menons d'autres espèces à l'extinction et polluant et tuant la planète avec notre population excessive. Nous devons mettre fin à la croissance et revenir à la nature. Une
une vue pense que nous créons des ressources avec la capacité de notre esprit. L'uranium, un rocher, devient un combustible grâce à la découverte. L'autre vision, c'est que nous sommes des consommateurs de ressources dans notre quête incessante de confort matériel. Une vision dit que l'humanité est la plus belle espèce, que le monde a donc besoin de plus de gens pour progresser. L'autre vision, c'est que l'humanité est la pire espèce et que le monde ferait mieux d'en avoir moins. La plupart d'entre nous ont un mélange de ces 2 types d'idées mélangées dans une confusion dans notre esprit. Lino Larouche et l'Institut Schiller ont vu venir que la vision, la première, que l'humanité est la plus belle espèce est la vision qui est juste. Larouche avait vu que le coronavirus, pas comme un virus, mais comme une menace potentielle et il a su dire ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, le coronavirus domine les esprits, mais il existe une variété d'autres horreurs et de dangers contre lesquels la Terre n'a aucune défense. D'autres virus, une comète frappant la planète, une éjection de masse coronale solaire capable de gravement perturber les réseaux électriques sur Terre, ou la simple fourniture d'eau potable, une chose qui n'est pas du tout garantie pour plus de 2 milliards de personnes sur Terre. Ou les insectes, comme les criquets pèlerins en Afrique. Dans l'immédiat, nous avons besoin d'un système de santé mondial, une coopération comprenant seulement un groupe d'experts médicaux et de petites équipes médicales, mais aussi les ressources, mais l'engagement et l'intention d'établir partout dans le monde le niveau d'infrastructure adéquat infrastructure de base, pour soutenir un système de santé et sanitaire robuste. Se laver les mains là où il n'y a pas d'eau potable? Quelle blague! Ils doivent rester chez eux, alors que s'ils sortent pas, ils ont rien à manger le soir. Ça marche pas. Comment est-ce qu'on peut faire face à un monde dans un tel état? Nous avons fait une proposition préliminaire que vous trouvez sur le site, donc également en français sur le site de l'Institut Schiller, qui s'appelle un réveiller l'esprit d'Apollo pour vaincre les pandémies. Et maintenant, laissons derrière nous un instant nos soucis de la situation immédiate. Examinons de quelle façon nous considérons l'espèce humaine et tournons-nous vers l'espace pour voir, à partir de là-bas, comment nous nous regardons sur Terre et de comprendre ce que ça implique une défense stratégique de la Terre. Je passe la parole à Ben Denniston. Merci, Jason. Le terme défense stratégique de la Terre a été publié pour la première fois dans la presse russe en 2011 en référence directe aux fameux initiatives de défense stratégique, l'IDS, la proposition de la Reagan pour un programme conjoint de défense stratégique contre les missiles nucléaires impliquant les États-Unis et l'URSS, visant à mettre fin à la menace, la fameuse doctrine de la destruction assurée. Larouche est connu au niveau mondial pour son rôle d'intermédiaire non officiel de haut niveau entre les gouvernements américains et soviétiques à l'époque pour, pour, pour faire de la diplomatie pour cette initiative. Cependant, tout le monde ne partageait pas la même conception de l'IDS. Il est donc essentiel de le comprendre aujourd'hui et d'illustrer comment ce principe de base reste valable aujourd'hui pour la défense stratégique de la Terre, autant que c'était valable dans les années 80.
Cette politique découle d'un principe scientifique exprimant le stade actuel du développement à long terme de l'espèce humaine. La politique de LaRouche en matière d'IDS, ce n'était pas seulement contre les systèmes sur les systèmes de défensifs pour se protéger contre les missiles, mais il s'agissait avant tout d'établir des politiques économiques nécessaires pour assurer une paix durable et stable et donc la survie des générations à venir. Rien de mieux de donner la parole à LaRouche lui-même. On a donc un extrait vidéo de l'époque de l'année 2000 où LaRouche revenait sur sa définition de l'IDS. C'est une politique qui est devenue connue comme l'initiative de défense stratégique. Ce qui est important maintenant, c'est de comprendre de quoi on parlait. Contrairement à toutes les conneries qu'on lit dans la presse, ces gens-là sont pires que les idiots. Ce qu'on doit faire, c'est quelque chose de totalement différent. On a la capacité de concevoir des systèmes, de nouveaux types de systèmes physiques qui pourraient traiter efficacement le problème de missiles nucléaires, qui sont devenus obsolètes. Mais ce n'est pas l'entièreté de ma proposition. Ma proposition, c'était au lieu d'avoir une Union soviétique et les États-Unis engagés dans une course folle, type jeu de poules mouillées, course aux armements, pourquoi pas trouver une sortie du conflit en tant que tel? Et comment? Parce que l'économie soviétique, tout comme l'économie américaine, est en train de s'effondrer. Les politiques actuelles américaines et soviétiques, c'est l'effondrement assuré de l'économie physique de ces pays. Donc, pourquoi pas changer ces politiques en tant que telles? Pourquoi est-ce qu'on ne reviendrait pas au programme spatial du type de Kennedy? Pourquoi on ne ferait pas ce qu'il a réussi, Kennedy? Rappelez-vous que dans les années 70, pour $1 investi dans la NASA, dans le programme spatial, les Américains ont tiré $10 par dollar investi dans le programme spatial sous Kennedy. L'enjeu est donc le suivant. Dès lors que les augmentations en matière de productivité viennent directement, uniquement, des améliorations technologiques, elles-mêmes dérivant de découvertes scientifiques fondamentales, plus le taux de conversion des découvertes physiques fondamentales en application est élevé, plus le taux d'augmentation de la productivité par tête d'habitant et par kilomètre carré est élevé. Le problème pour le système américain et soviétique, dans des degrés variés, comme je l'ai dit à l'époque, c'est que les États-Unis n'étaient pas en train de générer un taux de croissance net suffisant pour la productivité physique, pour maintenir l'économie. Donc, on avait besoin d'un programme à marche forcée, un progrès technologique mu par un vecteur scientifique, avec une sorte de mission, un peu comme celle d'aller sur la Lune auparavant. Et comme sous-produit de cette mission, grâce au sursaut occasionné, nous générions des retombées en matière de progrès technologique à même de remettre l'économie américaine en marche en termes de croissance nette. L'économie soviétique ne fonctionne pas non plus pour le même type de raisons, différentes en tant que telles, mais de la même nature. Donc, si l'Union soviétique, avec sa vaste capacité technologique dans le domaine militaro-scientifique, pouvait se mettre via cette capacité à coopérer avec nous, en vue d'un progrès technologique d'ensemble, et si l'on se concentrait sur le fait de développer les pays tels que l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie, pour faire ce que Roosevelt avait proposé de faire pour ces pays, s'il n'était pas mort, alors le bénéfice d'un tel programme pourrait permettre deux choses: remettre les deux économies en marche, ensemble avec l'Europe, et également créer un agenda global de résolution de conflits. Voilà ce qu'était l'intention de l'IDS dès le départ.
Donc, évidemment, aujourd'hui, nous n'avons plus de conflit entre les États-Unis et l'URSS, mais bon, il y a d'autres tensions géopolitiques qui sont apparues clairement et la politique de base de la Russie est tout aussi valable aujourd'hui qu'elle était hier. Comme l'a expliqué Jason, l'humanité a connu une croissance énorme au cours des derniers siècles, une période relativement courte en comparaison avec l'histoire de la biosphère, l'histoire de la planète, l'histoire du système solaire ou de la galaxie. Au cours des 100 dernières années, l'humanité est entrée dans une nouvelle phase dans laquelle les mêmes capacités technologiques et découvertes scientifiques qui ont apporté une croissance et des progrès considérables ont également créé une nouvelle situation sans précédent dans laquelle l'humanité a maintenant la capacité de s'anéantir complètement par des guerres, des conflits. L'humanité ne peut plus tolérer pas seulement le type de conflit militaire généralisé du passé entre les nations, mais elle ne peut plus se permettre, elle ne peut plus se laisser développer les conditions politiques et économiques conduisant à ces conflits, comme l'a expliqué M. Larouche. Un changement historique est donc nécessaire, qualifié du type que Mme Larouche a appelé comme le passage à un nouveau paradigme. Mais cette réalité historique relativement nouvelle, dans laquelle l'humanité se trouve nous conduit à un autre aspect, peut-être plus profond. Que savons-nous vraiment de la vie dans notre univers et dans cet univers? Il y a une chose qui est sûre, c'est que la grande majorité des espèces animales qui ont existé sur la planète ne sont plus ici. On estime, les estimations disent que 99% de toutes les espèces animales qui ont émergé ont également disparu. Plus de 5 milliards d'espèces ont disparu, parties. Alors, un fait intéressant, nous avons des preuves que ce n'est pas simplement un processus inhérent à notre planète ou à notre système solaire, mais ça implique carrément notre galaxie. 500 millions d'années de relevés sur l'origine et l'extinction des espèces, sur l'apparition et l'extinction des espèces, fait apparaître un modèle cyclique qui correspond à nos rapports changeants, périodiques, avec notre galaxie, tendant à prouver que l'évolution de la vie sur Terre est, en quelque sorte, un processus galactique. Donc, ce principe d'extinction est un fait indéniable de l'évolution de la biosphère. Et en vertu de ce principe, si rien n'intervient, on pourrait penser que toutes les espèces existantes sur la planète sont quasiment condamnées à disparaître au fur et à mesure que le processus évolutif se poursuit. Il n'y a qu'une exception potentielle et distincte, une forme de vie qui exprime tout ce qui transcende ce principe de la biosphère. C'est évidemment la vie humaine sous la forme de l'humanité, exprimant de manière unique un pouvoir distinct de créativité qui ne se manifeste dans aucune autre forme de vie animale. Les mêmes sciences et technologies que nous donnent la capacité de nous annihiler dans les conflits peuvent permettre à l'humanité d'être la seule espèce sur cette planète qui transcende et dépasse le processus d'évolution biologique de la biosphère, l'homme connaissant une évolution extra-biologique. Comme l'a déclaré M. Larouche, l'humanité est la seule espèce potentiellement immortelle, s'il décide de l'être. Ainsi, dans l'esprit de l'IDS de Larouche, des années plus tard, nous discutons de l'adoption de cette même politique sous la forme de, je cite, l'initiative de défense stratégique de la Terre, une politique visant à éradiquer les causes économiques et politiques sous-jacentes aux conflits
grâce à des programmes conjoints de recherche scientifique et de partage de technologies axés sur les menaces communes auxquelles l'humanité est confrontée. Donc, tout comme l'IDS a été conçu pour unir les principales puissances contre les menaces des missiles thermonucléaires, la défense stratégique de la Terre vise à unir l'humanité contre les menaces communes auxquelles tous les habitants de la planète seront confrontés, de la météo spatiale aux impacts d'astéroïdes, du changement climatique cosmique aux impacts des comètes, des pandémies aux tremblements de terre catastrophiques et au volcanisme. L'humanité est inévitablement unie face aux dangers inhérents à la vie sur cette petite planète soumise aux influences de notre système solaire et de la galaxie au-delà. Je passe maintenant la parole à Megan. Je, je vais commencer par parler un peu du temps. Nous avons tendance à parler du temps et comme des événements extrêmes météo, comme des phénomènes locaux. Si nous sommes un peu plus astucieux, nous réalisons qu'il s'agit en fait d'un phénomène planétaire, car les cycles météorologiques d'une partie du globe affectent ceux d'un autre. En réalité, il n'y a rien de local ou même simplement planétaire à propos du temps. Notre Terre, avec les autres planètes du système solaire, nage dans un environnement créé par le Soleil. Une caractéristique de cet environnement est le vent solaire, un flux constant de particules chargées sortant du Soleil, créant le champ magnétique interplanétaire et modulant le champ magnétique terrestre. Non, pourquoi c'est si important? Parce que le Soleil, c'est un corps dynamique, ça change. Et nous ne sommes que des bébés dans notre compréhension de ce processus. Par exemple, environ tous les 11 ans, le Soleil passe par un cycle d'activité croissante, d'activité croissante et décroissante, pendant laquelle la polarité de son champ magnétique bascule. Nous suivons le cycle solaire en nombre et en polarité des taches solaires, qui, comme vous le voyez sur la diapositive, sont des zones sombres à la surface du soleil qui sont des sites d'activité intense, activité magnétique. Ici, dans la prochaine diapositive, vous voyez un graphique du nombre des taches solaires au fil du temps, remontant au début des années 1600 avec un cycle de 11 ans de maximum et de minimum. Cependant, tous les cycles solaires ne sont pas les mêmes et nous avons un cycle à plus longue période avec un très bas qu'on appelle le grand minima, dans laquelle presque aucune tache solaire n'apparaît pendant une période prolongée, et de très hauts sommets de la courbe qu'on appelle le grand maxima. Ce que je veux parler ici, c'est des périodes de maximum solaire, lorsque le Soleil est le plus actif. Deux phénomènes météorologiques spatiaux qui se produisent dans le cadre de cette activité accrue sont les éruptions solaires et les éjections de masse coronale. Ça reprend les cycles solaires et le carbone 14 dans l'atmosphère. Voilà cette diapositive-là, à gauche, vous voyez une éruption solaire filmée par la NASA. Et à droite, donc, vous avez une éjection de masse coronale. Les éruptions solaires sont des éclairs intenses d'énergie à la surface du Soleil qui libèrent des éclats de rayonnement électromagnétique. Les éjections de masse coronale, ou les EMC, sont souvent associées à des éruptions et à de grands nuages de plasma projetés dans l'espace avec des particules chargées. Certains sont envoyés sur la Terre, alors que l'énergie des fusées éclairantes peut perturber les communications radio sur et autour de la Terre. Le plus grand danger vient des EMC. Lorsqu'une EMC impacte la Terre, elle induit une oscillation dans le champ magnétique terrestre,
provoquant une tempête géomagnétique. Ceux-ci peuvent être doux et produire des beaux spectacles de lumière, des aurores. Cependant, s'ils sont graves, ils ont le potentiel d'induire des courants dans l'infrastructure électrique et même de faire sauter des transformateurs, provoquant des pannes, des blackouts dans le réseau électrique, dans tout un hémisphère de la Terre, qu'avec nos capacités actuelles, nous n'aurons pas la capacité de réparer pendant plusieurs années. En 1859, la Terre a été frappée par un très grand EMC appelé l'événement Carrington, avec des rapports d'aurore visibles près de l'équateur et des fils télégraphiques brillants de courant induit. Si une, même s'ils n'étaient pas connectés, si une EMC de cette ampleur frappait la Terre aujourd'hui, nous pourrions nous attendre à des coupures de courant étendues et durables auxquelles nous ne sommes actuellement pas nullement préparés. Un autre effet des EMC est un phénomène appelé la diminution Ford-Bush, lorsque l'activité magnétique intense du Soleil empêche temporairement les rayons cosmiques galactiques de pénétrer dans l'atmosphère terrestre. Si vous regardez ici la diapo, vous voyez des chutes, deux chutes dans le graphique du bas, suite à des tempêtes magnétiques que vous voyez dans le graphique du haut. Ça, c'était en 2011. Les premières études indiquant que les changements résultant de l'ionisation de l'atmosphère et le dégagement de chaleur latente associées peuvent à leur tour augmenter la différence de température avec le sol, pardon, affectant les courants de convection et potentiellement intensifiant les cyclones. Cela aurait été le cas de la fameuse l'ouragan Katrina en 2005. Il a été démontré que le phénomène d'ionisation atmosphérique provoqué par les flux de rayons cosmiques galactiques crée une augmentation des noyaux de condensation des nuages et augmente ainsi la couverture nuageuse. La galaxie augmentant la couverture nuageuse sur Terre, il s'agit d'un facteur majeur dans les cycles de la température mondiale. En fait, il existe une corrélation très intéressante entre le cycle de 140 millions d'années du transit de notre système solaire dans et hors des bras spirogalactiques, région de flux de rayons cosmiques significatifs plus élevés, et les cycles à long terme de réchauffement et de refroidissement de la planète, indiqués ici dans la diapo, dans le cycle des périodes glaciaires. Non seulement le Soleil agit-il pour contrôler la météo de notre planète, mais nous devons nous demander ce qui, à son tour, module l'activité de notre Soleil. Que se passe-t-il dans l'environnement galactique dans lequel notre Soleil nage? Pour poursuivre sur ça, dans cette voie, sur les menaces existentielles pour lesquelles tous les habitants de cette planète n'ont actuellement aucune protection, une de ces menaces, c'est l'inévitabilité des futurs impacts d'astéroïdes et de comètes sur la Terre. Une grande partie du monde a été réveillée brutalement à cette réalité en 2013 avec l'explosion surprise d'un très petit astéroïde dans l'atmosphère au-dessus de Tcheliabinsk en Russie. Personne ne savait que ce petit astéroïde était sur une trajectoire de collision avec la Terre avant l'impact, car nous n'avons pu localiser et suivre qu'un pourcentage relativement faible des astéroïdes dans l'environnement du système solaire proche. Des efforts importants ont été faits pour localiser et suivre la plupart des astéroïdes plus gros, mais il existe encore des centaines de milliers d'astéroïdes plus petits, non identifiés et non suivis. Ce sont des astéroïdes
sont des astéroïdes plus gros que celui qui a explosé au-dessus de la Russie et qui pourrait dévaster une zone de la taille d'une ville à l'extrémité la plus petite ou de la taille d'un continent dans la gamme de la taille moyenne ou un pays. De plus, même si nous avons trouvé un astéroïde qui était sur une trajectoire pour avoir un impact sur dans les années à venir, l'humanité n'a actuellement aucun système défensif prêt à détourner un objet aussi menaçant et garantir la défense de la Terre. Une menace connexe provient des comètes à longue période qui passent la grande majorité de leur temps dans les confins du système solaire, bien au-delà de nos capacités de détection. Bien que les comètes à longue période soient nettement moins fréquentes, elles sont généralement beaucoup plus grandes, beaucoup plus difficiles à détecter et extrêmement difficiles à détourner. Je vous montre une animation là. C'est fait à partir d'un événement qui a eu lieu en 96. Cette comète elle est passée à 2 doigts de la Terre. Donc, là, vous voyez là, voilà un exemple montre la difficulté de ces défis. Bien que la plupart des menaces potentielles posées par les astéroïdes proches de la Terre soient limitées aux effets à l'échelle locale et continentale, un impact avec une comète à longue période serait probablement un événement d'extinction mondiale. Donc, l'initiative de défense stratégique, des efforts peuvent être déployés pour renforcer les capacités défensives de l'humanité contre ces menaces qui vont nous ramener directement au même principe de l'IS de la ruche. Les mêmes programmes pilotes avec tractés par la science pour étendre les capacités de l'humanité dans l'espace pour les défenses de la Terre sont les programmes qui peuvent générer la croissance économique et politique nécessaire pour éradiquer les causes sous-jacentes des conflits et des guerres aujourd'hui. Comme Larouche l'avait précisé dans son texte en 1984, que Madame Larouche a cité dans son introduction, le plus important, dit Larouche, c'est un programme multigénérationnel d'exploration de la Lune et de Mars, des vols habités, pilotés par des technologies nucléaires et la fusion, tout en élargissant les politiques de partage de technologies et d'exportation de biens d'équipements aux régions sous-développées de la planète, garantissant que les conditions préalables à une paix et à une survie durable soient remplies et que les causes sous-jacentes des conflits futurs soient éliminées. Encore une fois, cette perspective de la défense stratégique de la Terre nous oblige à voir notre maison commune de notre système solaire au sein de notre galaxie et à localiser les activités sur notre planète dans cette perspective. Pour poursuivre ce filon, je voudrais vous lire une citation du biogéochimiste Vladimir Vernadsky en 1927, son œuvre La biosphère. Il dit: l'histoire de la biosphère est nettement différente de celle de la reste de la planète. Et le rôle qu'elle joue dans le mécanisme planétaire est assez exceptionnel. C'est autant, voire plus, la création du Soleil que ce soit simplement la manifestation des processus terrestres. Fin de citation. Un domaine d'étude qui pourrait nous donner un aperçu unique du rôle des facteurs extraterrestres dans la formation de la biosphère et son évolution est celui, justement, les virus. Les virus sont un objet d'étude relativement nouveau pour l'humanité qui n'a été découvert qu'à la fin du 19e siècle. Et il fallait attendre le microscope électronique
pour pouvoir les observer. Depuis ce temps, ce qui est devenu indéniable, c'est que les virus sont inséparables de la vie. Ils sont omniprésents dans la biosphère et sont connus pour infecter tout type d'organisme. Pour donner une idée de leur ubiquité, il y a des millions de particules virales dans chaque cuillère à café d'eau de mer. Des milliards de virus flottent dans les courants d'air élevés dans l'atmosphère. À l'intérieur du corps humain, nous avons juste un microbiome de milliards de bactéries. Nous et d'autres êtres vivants avons également, nous avons ce qu'on appelle un virome, c'est-à-dire un assemblage de milliers de milliards de virus susceptibles de vivre en nous comme une partie régulière de notre organisme, dont certains sont une partie essentielle de notre système immunitaire. Les virus jouent également un rôle important dans un phénomène appelé le transfert horizontal de gènes. Nous pensons normalement au matériel génétique transmis du parent à la progéniture. Et dans le transfert horizontal de gènes, le matériel génétique d'un organisme est transféré et incorporé dans le génome d'un autre organisme non apparenté. On sait cela depuis un certain temps pour corréler avec des organismes unicellulaires, mais des études au cours des dernières décennies ont montré que le transfert horizontal de gènes se produisait entre de nombreux types d'êtres plus compliqués, tels que les plantes, les champignons et les animaux. Alors que des chiffres spécifiques sont encore en débat, certains suggèrent que plus de 100 gènes dans le génome humain y ont été transférés à un certain moment, il y a longtemps, par des virus, y compris des gènes traitant du métabolisme et de la réponse de la reproduction et le système immunitaire. Cette idée perturbe le fameux idée, ce qu'on trouve dans les manuels du l'arbre de la vie, avec ses branches séparées et parallèles, propose un processus évolutif qui est beaucoup plus interconnecté et complexe. Voyons maintenant cela dans le contexte du système solaire et de l'environnement galactique. La première est une recherche très intéressante commencée dans les années 80 sur les pandémies par Dr. Robert Simpson sur les épidémies saisonnières de grippe, influenza, éclatant quelque peu simultanément chaque année dans l'hémisphère nord, puis migrant à travers les tropiques dans l'hémisphère sud et de nouveau vers le nord l'année prochaine. Un élément qui a intéressé les chercheurs était le rythme de l'épidémie de nouvelles souches de grippe qui, si nous regardons en arrière au cours du siècle dernier, montre une corrélation intéressante, même s'il n'est pas parfaite, avec les cycles solaires de 11 ans. Donc on voit les épidémies de grippe 46, 57, 68, 78. Alors c'est soit au sommet ou tout en bas. Si on regarde 300 ans en arrière, on voit les empreintes, un processus beaucoup plus long, probablement en lien avec la galaxie. Si vous voyez là les pics, donc quand les maxima solaires sont plus intenses, on a aussi donc des pandémies. Ces années étaient aussi des années où l'afflux de rayonnement cosmique de l'extérieur de notre système solaire était plus élevé en raison des supernovas brillantes.
Un point d'interrogation laissé par les chercheurs impliqués dans ces études est le mécanisme possible. Il n'y a pas de réponse pour l'instant. Il est connu que les virus peuvent être activés et désactivés par certaines fréquences de lumière. Il a également été observé que certains astronautes de la Station spatiale internationale euh, ont eu, euh, ont eu une réactivation de leurs infections virales. Bien que toutes ces recherches sont assez préliminaires et nécessitent des études beaucoup plus approfondies, il est indéniable que les anomalies mises en évidence ici suggèrent une causalité plus élevée et un modulateur de développement de la vie sur Terre plus élevé aussi, au-delà des simples réactions chimiques liées à la Terre. Je pense qu'il est prudent de dire, si on regarde les 20, l'homme est là depuis 2 millions d'années et, et, et quelques années de la Station internationale spatiale, nous sommes vraiment des nourrissons dans notre compréhension de la science de la vie. Dans les années 80, Larouche a appelé à des investissements massifs dans la recherche dans le domaine qu'on appelle la biophysique optique, le rayonnement électromagnétique dans le cadre de la physique des processus vivants, aller au-delà d'une simple approche chimique de la vie. Ce n'est pas une option, alors que nous éloignons de plus en plus la civilisation de la Terre et de l'espace. Quand nous allons faire des vols habités dans l'espace, nous serons obligés de faire face à des processus vivants interagissant avec l'environnement galactique d'une manière relativement sans intermédiaire. Une nouvelle approche de la science de la vie est absolument nécessaire. Pour amener une conclusion, on va revenir notre pensée à la situation immédiate et combien de travail sera nécessaire pour amener nos institutions, nos idées, de les mettre en accord avec ce qu'on vient de dire. Par exemple, pensez à quel point l'idée habituelle du ministère de la Défense est limitée. Les missiles actuels peuvent-ils nous défendre contre les astéroïdes? Que les bombes peuvent sauver votre mère quand elle est infectée par le Covid-19? On va peut-être développer plusieurs vaccins contre le SARS-CoV-2, mais quelle sera la forme d'un vaccin contre les astéroïdes? Comment pouvons-nous nous inoculer contre des schémas de pensée à la fois et des croyances qui sont à la fois très répandues et tragiques? Comment surmonter la tragédie de manière durable? Larouche a insisté sur le fait, et madame Larouche l'a souligné, qu'une étape essentielle vers la création d'une culture saine sur cette planète est d'organiser cette rencontre au sommet des hauts dirigeants, des responsables des États-Unis, de la Chine, de la Russie, de l'Inde et d'autres, pour façonner un paradigme vraiment nouveau des relations internationales. Nous devons élaborer une base pour une approche globale face au Covid-19, en étendant aux besoins d'un système de santé réellement mondial, incluant non seulement des spécificités telles que des ventilateurs et des masques de protection, mais aussi le développement économique et culturel nécessaire pour éliminer la pauvreté, assurer l'assainissement, l'optimisme et la science du prochain chapitre que nous devons écrire dans le livre de l'expérience humaine. Le monde a un besoin urgent d'un nouveau paradigme de collaboration internationale sur la science, défini par la défense et la croissance de l'humanité, sans le poison des vieilles idées, laides, fausses. La recherche en sciences de la vie ne peut pas compter sur les largesses de quelques milliardaires pour son financement, ni sur un motif de profit. Considérer les milliards tirés de la misère infligée par le trafic de l'opium et le manque de recherche sur le coronavirus et d'autres maladies végétales et animales. Le financement public va être considérablement augmenté afin que les avantages de ce financement puissent servir le bien public. Progresser dans la maîtrise de l'humanité dans et au-dessus de l'univers est le seul sens vraiment valable de la défense dans le sens large. Nous devons assurer qu'à mesure que nous progressons, telle est notre mission commune. Donc,
Nous restons à votre disposition pour les périodes des réponses. Vous pouvez les pour évidemment des questions sur les 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 choses que nous avons développées. Après, je vous représente de nouveau le premier volume des œuvres, complets de Larouche. Megan Beats a aidé à publier cette œuvre.